Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans notre micro-série dédiée à l'innovation en tourisme. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être accompagnés par Anne Lemieux, directrice de l'incubateur nordique, une visionnaire passionnée et engagée dans la transformation du tourisme dans les régions nordiques. Au cours de cet épisode, nous plongerons au cœur de l'engagement de Anne et de l'incubateur nordique dans le développement de projets touristiques uniques alliant culture, nature et aventure. Nous explorerons les motivations profondes qui ont donné naissance à cette initiative novatrice et les objets ambitieux qu'elle poursuit pour promouvoir un tourisme responsable. En compagnie d'Anne, nous explorerons la manière dont la fusion entre la culture et la nature peut enrichir les projets touristiques, offrant ainsi aux voyageurs des expériences authentiques tout en préservant l'identité des communautés locales. Nous mettrons en lumière l'importance cruciale de soutenir les initiatives telles que l'incubateur en tourisme nordique, une structure essentielle visant à renforcer les liens entre le développement touristique et le bien-être des communautés locales. Alors préparez-vous à être inspirés! Bienvenue Anna, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci de m'accueillir dans votre studio. Merci à toi de venir jusqu'à ici aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de débuter, nous allons te présenter à l'audience. Anne, tu es un entrepreneur passionné, fort de ton expérience en coordination des projets, partenariats et événements. Ancien chef d'entreprise et président du réseau des femmes d'affaires du Québec, région de Québec, tu excelles dans la relation interpersonnelle et interculturelle. En tant que déléguée et conférencière pour la Commission canadienne pour l'UNESCO et bénévole aux Jeux olympiques de Vancouver, tu as acquis une riche expérience internationale. Depuis 2021, en tant que directrice de l'incubateur Accélérateur Nordique, tu soutiens les entrepreneurs touristiques au nord du 49 parallèle, valorisant la diversité des cultures autochtones. Tu es également membre du conseil d'administration de la Maison du Cœur pour femmes, s'engageant ainsi dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales, tout en suivant ton mantra qui ne risque rien ni à rien. Merci pour être aujourd'hui avec nous. Je suis très contente de t'avoir croisé lors du sommet d'accélérateur au Québec. Tout le monde avec qui j'ai parlé, il me dit « Ah, il faut que tu parles avec Anne, il faut qu'on te présente. » Donc, finalement, on s'est connus et c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui ici avec toi. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle au sein de l'incubateur nordique? En fait, j'ai un rôle principal, chef d'orchestre. C'est un peu le terme que mes partenaires utilisent. Donc, je suis évidemment là, comme directrice, je crée les programmes d'accompagnement pour nos entreprises et d'une année à l'autre, les programmes sont différents. Donc, c'est important pour moi d'avoir des programmes sur mesure en fonction de ma clientèle. Également, je travaille de façon très étroite avec mes différents comités, donc un comité directeur, comité de mise en œuvre, comité investissement également, donc tout au niveau de la stratégie, de la réflexion stratégique qui se cache derrière nos accompagnements. Je fais évidemment de la reddition de comptes, donc beaucoup de rédaction des rapports envoyés au ministère du Tourisme, étant donné qu'il est l'un de nos 2 bailleurs de fonds principaux. C'est moi qui engage aussi les différents coachs, les différents experts qui s'assurent du suivi dans les différents accompagnements à nos entreprises. Des fois, j'ai un rôle de psychologue aussi. Les entrepreneurs m'appellent parce qu'ils ont besoin d'écoute, donc je suis là pour eux également à ce niveau-là. Donc, chef d'orchestre, c'est ce que... Alors, tu es comme un entrepreneur, mais avec l'aide vraiment du gouvernement. Mais tu fais la même chose que les entrepreneurs. Tu fais tout. je fais tout. Évidemment, je ne peux pas prendre le chapeau là, de tout faire. Évidemment, je travaille de façon très étroite avec mon collègue Marc, qui est l'ancien directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, qui est fondateur de l'incubateur avec Aventure Écotourisme et Tourisme autochtone Québec. Évidemment, je travaille avec 8 associations touristiques, donc 3 sectorielles, 5 régionales. On travaille avec différents partenaires économiques, organisationnels.
avec le ministère du Tourisme et la Société du Plan Nord. Donc, il y a plein de gens qui gravitent autour de moi pour faire en sorte que le projet soit un succès. Mais tu es la seule à gérer les projets ou tu as aussi quand même une équipe? On est une équipe de 1,5 qu'on se plaît à dire. Donc, moi, je suis temps plein dans le projet et Marc est temps partiel. Pourquoi l'incubateur nordique a-t-il été créé? En fait, l'idée initiale vient des 3 secteurs, donc la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et Tourisme autochtone Québec. Les 3 directeurs généraux qui, à l'époque, ont décidé d'unir leurs forces sectorielles pour faire valoir leurs secteurs respectifs au nord du 49e parallèle. Donc, c'était vraiment à la base un projet sectoriel. Évidemment, on va faire le projet dans les régions nordiques, donc nécessairement, on doit avoir une collaboration qui est très étroite avec les 5 régions du territoire. Et la mission comme telle qu'on s'est donnée, c'est vraiment de soutenir de façon humaine ou professionnelle, sectorielle et financière nos entrepreneurs d'une façon durable et responsable. Et c'est important aussi pour nous que tous les projets soient vraiment au nord du 49e parallèle, incluant l'île d'Anticosti. J'aimerais savoir aussi quelles sont les valeurs que l'incubateur nordique ont chez eux et aussi comment ils se traduisent dans les actions et les projets que vous accompagnez. En fait, tous les partenaires s'entendent là, pour dire qu'on se doit d'avoir un projet qui est durable, qui est sécuritaire, évidemment pour autant nos entreprises que leurs clients, et respectueux des communautés qui accueillent les visiteurs. On a 6 valeurs globales. On a vraiment la collaboration, étant donné l'ampleur des parties prenantes qui sont impliquées dans le projet. Tout ce qui touche la qualité, sécurité, également l'accessibilité, l'équité, puis l'éco-responsabilité. Donc, c'est les 6 valeurs qui découlent de notre mission. Pour donner des exemples concrets, évidemment, là, dans les 2 dernières années et demie, on a accompagné 35 entreprises sur le territoire. Donc, on pourrait passer la prochaine heure à parler de différents exemples concrets. Je peux nommer, par exemple, Attitude Nordique, qui est une entreprise de Bécomo. Elle en est à sa 6e année là, d'existence cette année. Elle opère 4 saisons. Donc, elle, c'est vraiment 12 mois à l'année. Employés locaux, partenaires locaux. Elle a vraiment une offre éco-responsable qui se distingue par rapport à notamment l'utilisation de son propre bois pour créer les ponts, les sentiers. Une tyrolienne qui passe par-dessus le fleuve, c'est la seule au Québec. Ça, c'est un exemple concret. On a Ungava Polar Ecotour au Nunavik, qui, avant de faire partie de l'incubateur, n'existait pas. Donc, grâce à notre accompagnement, maintenant, on peut parler d'une Inc. qui va accueillir d'ailleurs ses premiers clients cet été. Puis un autre exemple bien concret, Chibougamau Aventure de la Jamaisie. Jeune entrepreneur, jeune trentaine, père de famille qui lui fait de l'hébergement atypique en dôme avec différents employés de la région de Chibougamau, avec une offre d'aventure, motoneige hors piste également l'hiver et paddleboard, kayak l'été. Donc, vraiment, nos entreprises, là, ils ont vraiment à cœur tout l'aspect développement durable, autant dans le volet social, économique et environnemental. Comme nous avons vu dans ton introduction, tu as un très beau parcours. On sait que pour mener à bien un projet collaboratif comme celui-ci, il faut avoir des compétences bien spécifiques. Peux-tu nous partager les compétences clés que tu as acquises à travers ton parcours professionnel qui aujourd'hui sont essentielles pour assurer tes fonctions en tant que directrice au sein de l'incubateur nordique? C'est sûr que mes expériences à l'international, mes expériences diverses, là, notamment en entrepreneuriat, m'ont amené, je dirais, la première compétence à une sorte de leadership dans la gestion de projet, la coordination d'événements également, tout ce qui touche l'accompagnement en affaires, donc une ancienne coach aussi au niveau des modèles d'affaires de différents entrepreneurs là, dans la communauté entrepreneuriale. Mais je dirais même avant tout, c'est tout ce qui touche l'humain, les relations interpersonnelles, les relations interculturelles également, l'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, évidemment, je travaille avec des Allochtones, avec des Inuits, des Cris, des Inuits, peut-être éventuellement même les Naskapis. D'ailleurs, j'ai commencé à établir des relations chez les Naskapis. Donc, je dirais leadership, relations interpersonnelles, interculturelles, ouverture sur le monde et tout ce qui gravite autour de l'entrepreneuriat de façon générale. Tu as du coup mentionné que l'incubateur nordique travaille beaucoup l'aspect humain, mais aussi du coup la culture et aussi l'aspect naturel du site. Et de ce fait, comment tu fais pour combiner tout cela dans les projets touristiques que vous arrivez à accompagner? En fait, étant donné que l'incubateur est né des 3 secteurs nature, culture, aventure, pour nous, c'est un prérequis pour faire partie de l'incubateur. Donc, un projet qui soit, par exemple, la pêche sportive en pourvoirie, un hébergement qui est combiné à l'axe nature, culture, aventure, que ce soit des activités d'écotourisme ou vraiment du tourisme d'aventure,
La promotion, par exemple, de la culture autochtone ou encore la mise en valeur de la faune, de la flore en pourvoirie, tout ça, c'est des projets qui peuvent être dans nos cohortes d'accompagnement. Donc, ça va de soi parce que c'est vraiment le cœur, nos 3 secteurs, c'est nature, culture, aventure. Si je peux simplement nommer quelques statistiques, là, on a 53 de nos projets qui sont à saveur autochtone, 61 des projets accompagnés qui offrent du tourisme d'aventure et pas loin de 50 là, qui sont des pourvoiries. Donc, pratiquement à pourcentage égal, on accompagne vraiment des projets qui sont dans l'un ou l'autre de ces 3 secteurs. Et si par exemple un projet ne répond pas aux 3 mais à un des 3 secteurs, est-ce que vous l'accompagnez tout de même ou... Oui. C'est vraiment au minimum un des 3 axes. Donc, par exemple, je donne l'exemple du musée à Oudji-Bougoumou. Évidemment, le musée à Oudji-Bougoumou, c'est une entreprise CRI. Donc, la promotion de la culture CRI ne touche pas au secteur d'aventure, ne touche pas au secteur des pourvoiries, mais évidemment, on l'accompagne. Je peux avoir une pourvoirie inuit qui veut développer une offre de kayak, pour ne pas nommer la pourvoirie de Johnny Billikane au Nunavik. Donc, fait aussi partie de notre programme parce que là, dans ce cas-ci, ça touche les 3 axes d'intervention. Et en quoi d'intégrer nature, aventure et culture rend en fait les expériences touristiques uniques? En fait, le nord du 49e parallèle est un territoire immense, encore méconnu, peu compris, qui combine plusieurs cultures. Là, je ne sais pas si vous êtes un peu au fait là, des nations autochtones. On parle de 11 nations autochtones, 10 Premières Nations. À ça se mélangent les allochtones. Donc, nécessairement, c'est un terrain de jeu qui est inégalable pour les fans ou les amoureux de plein air, de pêche, d'aventure et ou de découvertes culturelles uniques. Donc, nécessairement, le visiteur qui décide d'aller à la rencontre de ce territoire va nécessairement en ressortir avec des expériences qui sont inoubliables. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Oui! Et comment, en tant qu'incubateur, vous travaillez du coup avec les communautés locales pour garantir vraiment de représenter vraiment leur culture dans les projets touristiques sans, par exemple, faire de l'appropriation culturelle? C'est une excellente question. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? En gros, ce que je veux dire, c'est comment vous arrivez à donner les compétences et à développer du coup les communautés du Nord pour qu'elles puissent faire des offres touristiques sans pour autant leur extraire leur richesse, leur prendre ce qu'elles ont. Je comprends. En fait, c'est vraiment un travail de collaboration. Pour nous, c'est vraiment important que les projets soient menés pour les communautés, qu'on parle des communautés autochtones ou allochtones. Évidemment, notre projet vise à avoir une réappropriation culturelle, à avoir un certain aliment de tradition et de modernité. Évidemment, on veut faire la promotion des langues, on veut faire la promotion des cultures. Donc, c'est vraiment important pour nous que les retombées sociales, économiques, environnementales soient pour les communautés. Donc, l'idée du projet, c'est pas les gens du Sud qui vont dire aux gens du Nord quoi faire. C'est vraiment important qu'on travaille en synergie, en collaboration, que les projets autochtones soient et demeurent des projets à saveur autochtone et que les projets allochtones, à la limite, il y a même une collaboration là, qui est en train de se faire avec 2 de nos entreprises, un entrepreneur Innu et une entreprise allochtone. Donc, je le répète dans d'autres mots, mais c'est vraiment majeur pour nous que les projets soient menés pour le bien des communautés. Et aussi, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans cette incroyable aventure? Parce qu'on sait que de faire un incubateur, de faire des projets collaboratifs, c'est des fois très compliqué. Et comment tu les surmontes ou les surmonter en équipe? On a quelques enjeux, effectivement, qui ne sont pas malgré tout insurmontables. Le premier, c'est l'immensité du territoire. Donc, de travailler avec la Côte-Nord, le Saguenay, Nunavik, Iwichi, Bay James. Donc, déjà là, l'immensité du territoire cause problème, ce qui fait que nous, on travaille vraiment de façon nomade. Donc, on est toujours sur Teams, au téléphone, par courriel. Dans la mesure du possible, évidemment, on va à la rencontre de nos entrepreneurs, à la rencontre de nos partenaires, mais somme toute, de façon très générale, l'immensité du territoire crée un enjeu d'une synergie humaine, on va dire ça comme ça. La langue, pour nous, c'est très, très important que tous nos documents publics soient bilingues, anglais-français, parce que les CRI, les Inuits sont anglophones, les Inuits sont francophones et les allochtones, mais il y en a des anglophones, des francophones. Évidemment, il y a les différentes langues autochtones avec qui on collabore, donc ça, ce serait le deuxième enjeu. Je dirais aussi le nombre important de parties prenantes qui sont impliquées. Je nommais tout à l'heure les différents partenaires. Donc, c'est important que les régions soient satisfaites du projet, que les secteurs soient reconnus
que les entrepreneurs soient au cœur de notre mission, que le gouvernement soit également satisfait de ce qu'on fait comme travail, étant donné que c'est notre bailleur de fonds principal. Je vous le couperai, là, mais en fait, je ne sais pas si on nommait ça un enjeu, mais on travaille avec des entrepreneurs, mais on travaille aussi avec des porteurs de culture. Et porteur de culture n'est pas nécessairement synonyme d'entrepreneur. On a des gens sur le territoire qui s'y connaissent très bien dans ce qu'ils font, mais côté administration, côté reddition de comptes, côté remplir formulaire, on est ailleurs. Donc, pour nous, c'est un enjeu parce que d'un côté, on a certains entrepreneurs nés, de l'autre côté, on a des porteurs de culture nés. Donc, c'est de jouer avec ces deux types de clientèle-là. Ça peut être un enjeu, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas insurmontable non plus. Et comment, du coup, vous faites en sorte de rendre ces défis plus surmontables? On travaille évidemment de façon très, très étroite avec nos 8 associations. On a fait récemment une activité de co-création. Donc, on a fait venir tous nos partenaires du territoire dans une même salle. On était une vingtaine. On avait des interprètes pour notre directeur général de Tourisme Inuit. Donc, on a vraiment pris en considération les avis, les enjeux, les interrogations. On a fait quand même un bon nombre de consultations là, dans la dernière année pour s'assurer que tout le monde comprenne bien le projet, que tout le monde ait son mot à dire. On est d'ailleurs en train de mettre en place un plan d'action pour la prochaine année pour vraiment s'assurer de mettre de l'avant des outils collectifs, des actions structurantes, comment la Côte-Nord peut mieux travailler avec Kiwichi, parce que ça ne veut pas dire qu'ils se connaissent nécessairement bien. Ils peuvent vivre des enjeux similaires, des enjeux différents. Donc, on est vraiment en train d'avoir une réflexion stratégique très, très concrète pour mener à terme non seulement des projets avec nos entreprises, mais des projets pour le bien de nos régions et de nos secteurs sur l'ampleur du territoire. J'adore ton travail. Moi aussi. Une autre question du côté plutôt de la nature. Est-ce que ça représente aussi un enjeu? Je sais que maintenant, ce n'est pas sur tourisme, c'est que vous savez, mais c'est surtout l'autre côté où vous voulez amener des gens pour que les personnes connaissent vraiment votre territoire. Mais comment vous prenez en considération la nature? C'est grâce aux communautés locales, c'est eux qui sont en charge des... Par exemple, je ne sais pas, ils disent on va accueillir juste 20 personnes. C'est parce que eux, ils connaissent leur territoire et ils savent que c'est juste 20 personnes la nature peut accueillir ou est-ce que vous faites des études? C'est sûr que la capacité d'accueil, c'est majeur pour nous. Si tu te rends à Coudjouac, où il y a seulement 2 hébergements, tu ne peux pas faire débarquer un tourisme de masse. C'est vraiment important d'avoir un respect de la capacité d'accueil. Dans nos pratiques, évidemment, on a 4 objectifs majeurs, puis le 4e, c'est l'adoption de pratiques éco-responsables qui sont adaptées au milieu isolé. Donc, dans le programme d'accompagnement, on a des experts, on a des consultants, on a des gens qui sont vraiment bons dans le développement durable, mais pas de développement durable à savoir général. Comment mon entreprise qui est à Blanc-Sablon ou sur la basse Côte-Nord peut non seulement recycler, parce qu'ils n'ont déjà pas de ce système-là, mais des toilettes sèches, des toilettes compostables. Oui, on parle de panneaux solaires, mais l'éco-responsabilité va bien au-delà de ça. Donc, c'est vraiment important de considérer les enjeux du territoire, les freins également que la nature amène, mais dans le respect des capacités d'accueil. Évidemment, dans nos différents objectifs, on veut que les saisons se prolongent. Donc, pour la plupart de nos entreprises, c'est 4 semaines, 8 semaines. Certaines de nos entreprises sont à l'année, mais c'est une minorité. Donc, la nature, c'est certain qu'elle est au cœur là, de nos préoccupations quand on est en développement de produits touristiques dans le Nord. Alors, donc, en considérant les concepts de tourisme régénératif qui va au-delà du durable et en ajoutant en plus à l'expérience du voyage, nous nous interrogeons sur l'alignement des activités actuelles sur cette approche. Le tourisme régénératif invite aux voyageurs et à l'industrie à passer dans le statut plutôt des observateurs ou des visiteurs à celui des participants actifs et engagés. Ce processus holistique vise à renforcer les communautés locales et les écosystèmes, à tisser des liens avec les systèmes d'approvisionnement alimentaire, à intégrer l'économie circulaire et à contribuer aussi au bien-être et à la santé humaine et d'écosystèmes. Dans cette perspective un peu théorique, penses-tu que les activités actuelles sont, elles, alignées avec cette approche? Et si oui, comment? En fait, tout ce que tu viens de nommer, c'est exactement le cœur de notre mission.
l'acceptabilité sociale, la mobilisation des parties prenantes. Le fait de, comme je disais tout à l'heure avec l'entreprise Attitude Nordique, économie circulaire avec la réutilisation du bois mort sur son terrain. Tout ce qu'on nomme en termes de théorie sur le tourisme régénératif, on fait un copier-coller, et c'est ce qu'on veut faire au sein de nos entreprises sur le territoire nordique. Et comment vous encouragez l'adoption des pratiques collaboratives? Vous assurez que tous ces projets que vous accompagnez sont bien intégrés et acceptés par les membres de la communauté? C'est un enjeu, je dois l'avouer, puis on a des faits vécus très, très concrets où l'acceptabilité sociale n'est pas toujours facile. Pour ce qui est des projets autochtones, souvent, ils doivent avoir le OK, l'étampe du conseil de bande. Il y a des enjeux de délai dans le Nord, donc nécessairement, les entreprises n'ont pas toujours la lettre officielle dans les délais souhaités. On peut avoir un projet alloctone où on a besoin d'une acceptabilité sociale, pas nécessairement des Autochtones autour, mais vraiment de l'aide-dite communauté du village pour voir est-ce qu'un projet touristique est accepté socialement dans la communauté alloctone ou autochtone. Mais c'est ça. En fait, c'est avec les différents accords des conseils de bande, avec les différents accords municipaux. Souvent, on va demander des lettres au MRC, aux villes. On va s'assurer, même, il y a une de nos entreprises qui a dû faire une pétition aux résidents de son village pour s'assurer que son projet était socialement accepté. Donc, dans les projets qu'on accompagne, non seulement professionnellement, mais financièrement aussi, c'est vraiment un enjeu qu'on doit adresser avant même d'aller plus loin dans l'accompagnement. Je trouve que c'est quelque chose qui est très bon et qui est souvent oublié en tourisme, surtout quand on implante des projets touristiques dans des villes. On ne demande pas, on ne fait pas ces étapes-là, en fait, et on laisse les populations locales, après, entre guillemets, subir les choix qui ont été faits par des porteurs de projets, des décisionnaires, autres, qui ne sont des fois pas connectés aux réalités de terrain. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne approche et qu'on devrait peut-être la ramener aussi un peu partout au Québec, mais allons plus large, partout au Canada et dans le monde, parce que c'est quand même la base. C'est la base. C'est justement les entrepreneurs qui parlent avec la communauté pour avoir cette acceptation. C'est des travaux de collaboration. J'ai un de mes entrepreneurs, Inou, de Pessamit. Lui est en pré-démarrage d'entreprise pour avoir un camp Inou qui va le nommer Wamastakenis. Lui travaille de façon très, très étroite avec le conseil Inou de Pessamit qui l'accompagne dans le développement de son projet. Grâce à eux, là, il l'aide dans le déploiement, évidemment, de son entreprise concrètement sur le terrain. Donc, ce n'est pas nécessairement l'entrepreneur directement, mais c'est vraiment un travail collaboratif avec les différentes parties prenantes impliquées dans les projets entrepreneuriaux. Pour revenir un peu à l'accélérateur nordique, peux-tu nous décrire les ressources, outils et les formations que tu offres pour soutenir justement les entrepreneurs dans ces processus d'engagement communautaire? Mm-hmm. Notre offre de service se divise en deux. On a le volet 1 qui est l'accompagnement humain. Donc, qui se cache derrière les projets? Comment on peut davantage t'outiller ou mieux t'outiller pour que tu mènes à terme ton projet entrepreneurial? Et le volet 2 qui est le financement. Donc, le volet 1 comprend des heures de coaching. Donc, on dédie un coach ou une coach, que tu sois en démarrage ou en accélération, qui va t'accompagner sur 18 mois. On a des banques d'experts au sud, au nord. Évidemment, à compétences égales, on priorise les experts qui sont sur le territoire. Nos entreprises ont entre 200 et 275 heures d'experts avec des rencontres individuelles pour dénouer certains enjeux précis, marketing, RH, comptabilité. On a aussi des formations obligatoires qu'on demande, qui concernent vraiment le cœur, en fait, des projets, donc modèle d'affaires, plan d'affaires, lecture d'état financier, vraiment là, pour que tout le monde soit sur la même base pour développer son projet. Et au-delà de ça, ce qu'on va tenter d'expérimenter pour la prochaine cohorte qui va débuter en septembre, c'est des ateliers de co-développement. Donc, maintenant, chacun de nos entrepreneurs va avoir à faire un test pour mieux cerner son profil humain et entrepreneurial. Et des résultats qui vont en découler, on va être mieux capable de cibler les différentes cellules de co-développement pour qu'ils puissent répondre à certains enjeux de son entreprise. Donc ça va être tout nouveau à partir de l'automne. Pour ce qui a trait au volet 2, le financement, on est l'un des rares programmes qui octroie du financement non remboursable jusqu'à hauteur de 400 000 $ par projet admissible. Évidemment, s'il y a une analyse derrière tout ça, là, parce qu'on ne donne pas 400 000, sans avoir une analyse au préalable. Et j'imagine qu'il y a des experts qui essaient de faire les analyses. Oui, on a des experts qui aident au niveau des montages financiers, des prévisions financières, la rédaction du plan d'affaires, le canevas de modèle d'affaires.
Évidemment, on a des experts qui valident chacun de ces documents-là. Ensuite, j'ai un comité d'investissement qui s'assoit pour faire une analyse financière sectorielle régionale pour ensuite passer à l'approbation finale pour octroyer le dit financement. Et ce qui est quand même important à nommer, c'est qu'on demande une mise de fonds de 10 seulement. Puis le cumul gouvernemental est de 50 pour les entreprises autochtones et privées et de 65 pour tout ce qui est OBNL et coopératives. Donc, c'est un programme qui est quand même très invitant, mais je rappelle que notre mission n'est pas le financement, on n'est pas un programme de finance standard, on est vraiment un programme d'accompagnement avec en bonus une possibilité d'aller chercher du financement. Et juste je me demandais pour les cellules de co-développement, en fait, comment ça marche, parce que j'ai pas entièrement vraiment compris. En fait, on veut mettre en place des cellules de co-développement pour remplacer des formations qui étaient autrefois optionnelles. Quand c'est optionnel, tu y vas pas, tu te présentes pas, tu oublies, c'est pas urgent, c'est pas prioritaire. Donc, tant qu'à payer un expert qui fait une formation à lui-même, on va plutôt jumeler des entrepreneurs dans différentes cellules de co-développement avec des thématiques bien précises. Donc, par exemple, moi, je suis experte en marketing, mais je n'irai pas dans la cellule de marketing, mais par contre, j'ai des enjeux vraiment là, majeurs au niveau de mes ressources humaines. Bien là, à ce moment-là, on va me mettre dans la cellule de ressources humaines où il va y avoir vraiment des animateurs experts en la matière pour répondre aux questions des différents entrepreneurs. Donc, d'une cellule à l'autre, on peut voir certaines mêmes personnes, mais à chaque fois, ça peut être des cellules avec des gens différents selon les enjeux qui vont avoir été ciblés en amont de l'accompagnement. C'est un projet pilote. C'est une approche très personnalisée. Oui, très personnalisée, effectivement. Est-ce que selon toi, il y a une transformation observable chez les voyageurs après avoir vécu une expérience dans les régions nordiques? Je vais parler pour moi parce que moi, j'y vais de temps en temps sur le territoire et je peux simplement dire que déjà, de revenir, d'avoir cette chance d'aller sur le territoire qu'on croit souvent inaccessible, très dispendieux. Je sais que je fais des jaloux dans mon entourage pour avoir cette opportunité-là de me déplacer de façon quand même régulière sur le territoire. À la base, les gens recherchent des activités de plein air, recherchent une déconnexion dans la nature. Ils veulent des expériences qui sont atypiques, donc dormir dans des nichoirs géants, par exemple, au Parc nature de Pointe-aux-Outardes, dormir dans des dômes anti-ours polaires à la Pourvoirie, Wedges, au Nunavik. Ils veulent faire de la motoneige hors piste avec les expéditions Pirsuc. Bon, là, je fais plein de name dropping, mais c'est important de faire la promotion de nos entreprises. Fait que c'est certain qu'une fois que tu goûtes au Nord, moi, je pense que je n'ai pas de statistiques fondées, mais je suis certaine que les gens reviennent complètement changés. Même, on le voit chez nos pêcheurs. Maintenant, les pourvoiries se font des politiques de remise à l'eau à 100 d'uniquement conserver les poissons qui sont blessés pour fumer ou cuire sur place pour préserver la ressource. Donc, c'est vraiment des changements doux dans le comportement du voyageur, mais certainement, une fois qu'ils reviennent dans leur chez-soi, certainement, ils sont changés. Et dans ta propre perspective, comment tu penses que ça a changé ta façon de voyager? Déjà, de voir l'enjeu d'accessibilité. OK? On est au Québec. Ça coûte moins cher d'aller en Europe que de se rendre au Nunavik par voie aérienne pour la plupart seulement. Il y en a, on doit se rendre par avion, ensuite en hydravion ou en avion de brousse. Si on parle plus de la Côte-Nord, c'est des heures et des heures de route. Quand tu arrives en avion, il n'y a pas de location de voiture. Donc, pour moi, c'est des enjeux qu'on entend, mais une fois que tu les vis, tu dis oui, c'est vrai. Elles sont vraiment là. On est dans un monde différent. C'est un autre monde. Donc, d'en entendre parler puis de le vivre concrètement, c'est vraiment deux choses. C'est certain que j'invite chaque personne qui nous écoute dans ce podcast de faire peut-être un effort de découvrir davantage le Nord pour se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si loin et inaccessible qu'on le pense. Mais est-ce qu'on a aussi envie de rendre plus accessible le Nord? C'est une question que je me pose. Est-ce que le fait que ça soit difficilement accessible, est-ce que ça permet peut-être de le préserver aussi? Ça permet de le préserver. T'sais, nous, on veut quand même développer cette notoriété-là de notre tourisme nordique. On a de la place comme en Scandinavie ou en Laponie, par exemple. C'est un tourisme qui est très niché. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas d'amener un tourisme de masse, mais plutôt un tourisme qui est calculé, qui va avoir une conscience écologique, qui va avoir une conscience sociale, va avoir envie de découvertes culturelles différentes.
Donc, le fait que ce soit inaccessible peut aider à préserver ce type de tourisme-là, mais encore faut-il d'avoir la bonne capacité d'accueil, d'avoir la volonté, comme on parlait tout à l'heure de l'acceptabilité sociale, la volonté de la communauté de recevoir les touristes. Mais effectivement, le fait que ce soit plus inaccessible ou plus dans la tête des gens plus loin. Je pense que quand on parle avec toi, ça nous donne vraiment envie de garder beaucoup d'argent et faire ces voyages au moins une fois dans notre vie. Je pense que là, on peut sentir vraiment la connexion avec la nature. Il y a 2 semaines, je suis allée à l'exposition nature Place des Arts. Ils ont accueilli les pensées holistiques des populations autochtones. Il y avait une phrase qui est normale, mais quand on les regarde, on ne les pense pas. C'est la nature et nous sommes la nature. Et on est très loin de ça, ici à Montréal ou partout dans le monde, quand on habite dans une ville, qu'on se sent perdu, mais c'est là où on appartient. Complètement. Puis je vais juste dire, oui, l'immensité du territoire, parce qu'on pense à Iwichi, on pense au Nunavik, mais Chibougamau, c'est sur mon territoire, c'est seulement 5h30 de Québec. C'est moins loin à la Chibougamau qu'aller à cette île Bécomo. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le Nord un peu plus connu pour enlever les méconceptions qu'on se fait du territoire nordique. Donc, le Nord du 49e parallèle, incluant Anticosti, c'est pas... Selon, il y a toujours une relativité à faire, mais tout n'est pas accessible dans les différentes communautés. Quels seraient tes rêves et tes espoirs, du coup, pour le Nord? J'en ai 3. J'ai 3 rêves. Que l'incubateur accélérateur nordique soit pérenne. En ce moment, on est un programme qui est renouvelable, selon la convention qu'on a en ce moment avec le ministère du Tourisme. Déjà, en seulement 2 ans et demi d'opération, on voit des réalisations concrètes, tangibles, des retombées positives, sociales, économiques. Donc, mon rêve serait que l'incubateur ait vraiment sa place au sein des différents programmes d'accompagnement. Deuxième rêve, que toutes les parties prenantes se mobilisent de façon très concrète, avec la même vision, qu'on se tienne tous dans la même direction pour le succès de nos entreprises. Puis évidemment, que nos projets d'accompagnement soient viables dans le temps. Donc, pour nous, ce serait peut-être un échec de voir X pourcentage de projets qui ne voient pas le jour. Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est un facteur variable. Donc, mon 3e rêve, ça serait que nos projets d'accompagnement soient des entreprises à succès. De beaux rêves, en tout cas. Oui. Et pour fermer la boucle, que souhaiterais-tu que l'audience retienne de notre conversation? J'aimerais que le Nord soit découvert petit à petit. Ses beautés naturelles, ses beautés culturelles également. Donc, on a un territoire qui est riche en culture, riche en histoire. J'aimerais qu'on retienne que le Nord a sa place dans le tourisme nordique. J'aimerais que ce territoire qui est encore méconnu devienne petit à petit, dans l'esprit des gens, comme un territoire à découvrir, compte tenu de déjà juste les différentes nations autochtones avec qui on travaille. C'est des gens extraordinaires. Les allochtones aussi, c'est des gens de passion, des gens de plein air. Honnêtement, notre Nord va vraiment être découvrir, mais petit à petit. Est-ce que tu penses que cet rêve, justement, que les gens, surtout les Canadiens, viennent chez vous au Nord, ça peut aider aussi à la guérison de toute l'histoire que vous avez vécue et avec les nations autochtones? C'est une excellente question parce que même nous, on le vit dans nos petites équipes. Il y a des craintes, il y a des méconceptions de nos envies, qu'est-ce qu'on nous, on veut faire en collaboration. Il y a encore une certaine barrière que nous, on perçoit de façon quand même importante à certains égards. Il y a une nuance à faire où le touriste qui vient à la découverte des communautés doit, avant même de se déplacer, à faire un processus, ce qu'on appelle le parcours client, là, son propre parcours à lui. OK, l'Inuit, il parle quelle langue? C'est quoi son réel territoire? C'est quoi son histoire globale? Parce que là, souvent, les gens vont mélanger Inuit. Tu sais, l'Inu ne parle pas Inuktitut, c'est l'Inuit qui parle Inuktitut. Donc, je pense que le touriste a ses devoirs à faire pour aider cette guérison. Parce que si le touriste débarque dans une communauté avec un air de touriste, sans vraiment avoir en tête une connaissance plus approfondie de l'entrepreneur qui se cache derrière le projet, bien, ça n'aidera certainement pas à cette guérison dont tu parles. Dans le tourisme régénératif, les voyageurs changent
il doit se convertir justement en acteur. Et c'est là où je touche ta dernière phrase. C'est là où vraiment il faut aller plus loin et faire tes recherches et t'éduquer, te sensibiliser et vraiment après partir pour découvrir la vérité. Exactement. Oui, pour moi, c'est vraiment important. Puis, on n'y pense pas tout le temps de faire ces devoirs-là en amont d'un voyage. Mais vu la richesse, comme je le mets, la richesse culturelle, la richesse historique qui se passe, c'est vraiment une recommandation. Si vous décidez d'aller au nord, sur le territoire nordique, que vous ayez en tête une visite autochtone ou une visite alloctone, il y a un certain pas de recul à faire pour faire quelques recherches. Et justement, comment le voyageur peut faire ses recherches? Où est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'il y a des guides? Est-ce que en ligne? Certains sites particuliers à aller fouiller? Probablement. En ce moment, c'est sûr que je vais me tourner vers mon partenaire principal, un de mes partenaires principaux, dirais-je, Tourisme autochtone Québec, qui est un des 3 fondateurs de l'incubateur. Tout ce qui touche, évidemment, l'éco-responsabilité, la qualité, sécurité, la certification de nos entreprises, c'est d'aller sur le site d'Aventure Écotourisme Québec. Et pour tout ce qui touche vraiment à la préservation des espèces, la flore, la faune, les pourvoiries, d'aller sur le site de la Fédération des pourvoiries. Je ne peux pas aller plus dans le détail parce qu'il doit y avoir plein de... Chaque région également, même je pourrais même amener les visiteurs à aller faire des recherches sur les associations touristiques régionales où il y a différents membres, où il y a différentes façons de voyager sur le territoire parce que, comme je disais tout à l'heure, le Nunavik, on le distingue de la baie James, par exemple. Donc, c'est de mettre de l'avant mes 8 associations touristiques. Du coup, une bonne idée pour les acteurs de l'industrie, ceux qui vraiment reçoivent les touristes et qui participent à la promotion, de pourquoi pas faire des petits guides pratiques pour les voyageurs pour qu'ils puissent déjà arriver et connaître les b.a.-ba de l'endroit. Est-ce que tu connais une phrase, j'imagine, tu parles une autre langue que français, anglais, espagnol, peut-être une langue autochtone? Tu pourras nous dire, je ne sais pas, bonjour. Aniongova, je m'appelle Anne en Inuktitut. Miigwech, merci en cri. Kwekwe, qui est le bonjour traditionnel pour plusieurs nations autochtones. J'ai mon petit dictionnaire Inuktitut là, où je peux dire le mot arc-en-ciel, un ours. Bonjour, Aniongova, je m'appelle Anne. Donc, c'est un travail de longue haleine, je dirais, mais pour moi, c'est vraiment important d'aller à la rencontre des cultures, puis même moi, d'avoir un... Ulakut, c'est bonjour en Inuktitut aussi. Donc, dans Nakurmik, merci. Donc, dans mes courriels, je dis Ulakut, je parle en anglais, j'écris en anglais, je termine avec Nakurmik. Pour moi, c'est une base, mais qui est quand même très importante. Pour mes valeurs, c'est ça, c'est important pour moi. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment fascinant de parler avec toi. On veut y aller. Oui. Merci à vous deux. Merci vraiment. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.